Alors, parlons de Paul Trouillas et rappelons d'abord qui tu es. Alors, ce qui est frappant dans ton parcours et ce qui est cohérent avec les propos d'aujourd'hui, c'est que tu n'es pas seulement qu'un théoricien, tu es aussi un praticien, un théoricien, un scientifique, docteur en neurologie et en psychiatrie, à l'hôpital neurocardio de Lyon. Tu as même monté un service d'urgence, développé une méthode de soins, la thrombolyse. Tu as également monté la Ligue franco-africaine contre les accidents vasculaires cérébraux. Et tu exerces encore aujourd'hui en tant que spécialiste de la maladie de Lyme. Donc tu as vu soigner des milliers de malades, tu as proposé des traitements, constaté d'expérience ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui soigne, et ce qui éventuellement peut aggraver encore plus la maladie. Et donc, le principe d'expérience est consubstantiel à ton métier, je dirais. Et puis également, tu es un essayiste politique, un théoricien politique, avec le complexe de Marianne, publié chez Le Seuil en 88, qui était salué à l'époque par Claude Lévi-Strauss, puis de la démocratie sociale, tout en étant également un praticien de la politique, puisque tu as œuvré au sein du cabinet du ministre de la Recherche du président Valéry Giscard d'Estaing en 80-81, et puis en plus, tu as été élu conseiller municipal, maire adjoint du 8e arrondissement. Donc, voilà, tu parles fort de ces expériences-là, de politique, de philosophie politique, à l'instar, je dirais, de Platon ou de l'anglais Locke, qui était, alors, pour s'en garder bien sûr, des théoriciens, mais aussi des praticiens de la politique, n'est-ce pas? Toute proportion gardée, c'est vrai que Locke était à la fois médecin et conseiller d'un très grand homme politique qui était Ashley Shaftesbury. Donc, il y a eu d'autres médecins qui ont fait de la philosophie et de la politique. Et toute proportion gardée, bien sûr. Alors, le sous-titre de livre s'appelle Manifeste de la philosophie expérimentale. Alors, qu'est-ce que c'est que la philosophie expérimentale au juste? Alors, chacun ici sait que la science est expérimentale. Il n'y a pas de science non expérimentale, que ce soit les sciences dures comme les sciences humaines, toujours une référence à l'expérience. Une théorie qui n'est pas vérifiée par l'expérience est une théorie fausse. Vous savez qu'on vient de vérifier une hypothèse d'Einstein qui était les ondes gravitationnelles. On a fait l'expérience et la théorie est vraie. Autrement, on ne savait pas. En science, il y a toujours l'expérience. En médecine, si on fait un bon diagnostic, si on choisit le bon traitement, l'expérience montre que ça marche. Et vous avez une réussite. C'est l'expérience qui tranche. En philosophie, c'est bien différent. En philosophie, on peut un peu dire ce qu'on a envie. Voilà. Vous avez un homme comme Heidegger vous dit l'homme est délaissé. Il est délaissé, l'homme. Qu'il soit dans les tranchées de la guerre de 14 ou bien à Cancun, milliardaire, les pieds en éventail, c'est pareil, il est délaissé. Voilà. Bon, vous avez Sartre qui vous dit jamais on n'a été aussi libre que sous l'occupation allemande. C'est une formule brillante. Enfin, si vous voulez, lorsque passe cette proposition au crible de l'expérience, il y a eu des sondages qui ont été faits à la Libération. Les Français disaient on n'a pas du tout été libre, n'est-ce pas? Et donc la théorie est fausse. Cette phrase est fausse. Bon, vous avez M. Hegel qui vous dit tout ce qui est réel est rationnel. Il n'y a pas besoin de beaucoup de jugeotes pour voir que même quand on n'est pas philosophe, il y a beaucoup de choses irrationnelles dans le réel. Énormément de choses, les guerres, les crimes, etc. Donc, vous voyez, la philosophie se permet, depuis, disons, 2 millénaires et demi, souvent des propositions qui sont non vérifiées par l'expérience. Et puis, quand même, disons, au grand siècle d'Athènes, Socrate et Platon, sans qu'on l'ait jamais reconnu, ont apporté des catégories nouvelles. Ils ont parlé de démocratie, ils ont parlé de plutocratie, d'aristocratie, ils ont parlé d'oligarchie, ils ont parlé de révolution sociale, stasis, ils ont parlé de tyrannie, ils ont parlé de lutte,
c'est les premiers qui ont parlé de lutte des classes, de lutte des riches et des pauvres, et ils ont parlé du bien, ils ont parlé du mal, oui, et ils s'efforçaient de donner des exemples. Et par exemple, pour l'aristocratie, il parlait de Sparte et il parlait de la Crète. Voilà. Il montrait que c'était confirmé par l'expérience. Et ceci a été oublié, mais Arendt l'a retrouvé. Si on prend les Lumières, on s'aperçoit que la grande différence entre la scolastique du Moyen-Âge, on disait n'importe quoi, et les Lumières, c'est que ces gens examinaient. Ça veut dire examiner. Ça veut dire qu'ils proposaient des idées qu'ils confrontaient au réel. Voilà. Bon, lorsque M. Voltaire vous dit l'homme est perfectible, et il s'est perfectionné, c'est-à-dire le grand théorème du progrès, eh bien, il en donne la preuve, c'est-à-dire que sous les Romains, on crucifiait, le sport entraînait la mort, puisque les pauvres gladiateurs se tuaient. Je ne parle pas de la technologie, je ne parle pas disons, de l'atmosphère culturelle. Par rapport au XVIIIe, à l'époque où parlait Voltaire, mais il y avait une grande différence, c'est-à-dire qu'on ne crucifiait plus, on pouvait faire du sport sans être tué, etc. Donc, l'expérience montrait vraiment que le progrès existait. Quand Montesquieu a dit la liberté n'est la séparation des pouvoirs, eh bien, il le prouvait. Ça, Condorcet a parfaitement noté, D'Alembert a parfaitement noté que, si vous voulez, Montesquieu prouvait tout ce qu'il avançait. Il suffit de regarder les républiques italiennes, voyez-vous, Venise, Florence, etc., Parme, pour voir que les pouvoirs n'étaient pas séparés, que lorsque quelqu'un déplaisait au chef, eh bien, il se trouvait en cabane. Bon, donc, si vous voulez, il y avait énormément de preuves, alors qu'en Angleterre, il y avait un début de séparation des pouvoirs, il y avait plus de liberté. Et donc, c'était vérifié par l'expérience. Donc, voilà les débuts selon moi, de la philosophie expérimentale. Et Diderot a parlé de philosophie expérimentale. Mais c'était appliqué à l'époque à la chimie, à la physique, à la science, n'est-ce pas ? Et il y avait à Londres une société de philosophie expérimentale. Et Newton lui-même a disons, émis sa théorie de la gravitation universelle sous le terme de philosophie expérimentale. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que moi, ça me rappelle un des propos du Bouddha, et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis beaucoup intéressé à la philosophie bouddhique, c'est qu'il dit « N'acceptez pas mes enseignements par simple respect pour moi, mais examinez-les comme on éprouve l'or pour en vérifier l'authenticité et la qualité, en le frottant, en le martelant, en le faisant fondre au creuset. » Alors c'est très rassurant, du coup on peut dire qu'on peut suivre quelqu'un si on a encore notre sens critique qui peut s'exercer et si on ne doit pas recevoir comme ça un discours qui nous est asséné et qu'on devrait accepter tel quel. Alors, dans le livre, tout au long des pages, tu parles de justesse, de vérifier, mais comment s'assurer qu'une théorie est juste ? Est-ce que c'est de la même façon qu'une note est juste ou fausse ? Est-ce que c'est seulement du ressenti intime ? Ou bien est-ce qu'il y a une méthode qui nous permet de passer au crible les idées et se rendre compte qu'elles sont justes ou fausses ? Oui, il a raison, on dit qu'il faut être raisonnable et il faut de l'expérience. Mais, si vous voulez, ça s'organise selon un parcours. Je parlais de la tyrannie, par exemple, qui a été très très bien étudiée par Platon et par Socrate. Parce que avant eux, vous savez, on s'occupait du cosmos, on disait c'est le feu, c'est l'air, etc. Et ces deux grands hommes, on va s'occuper de l'homme, des sociétés humaines. Donc, disons que on voit apparaître chez Platon l'idée d'un parcours intellectuel. Il faut d'abord, quand on détecte une réalité, il faut d'abord lui donner un nom. Bon, je prends la tyrannie, on s'aperçoit qu'il y a des gus qui mettent en cabane les autres, qui les tuent, qui les exploitent, qui les bannissent. On rapproche ces choses-là, on donne un nom, tyrannie. Ensuite, on donne une définition. Deuxième stade, on donne une définition. La tyrannie, c'est le peuple en servitude, dit Socrate, et disent Platon. Troisième étape,
c'est le modèle. C'est un modèle où on peut tuer, on peut emprisonner, on peut bannir, on peut violer la propriété sans limite. Le modèle est défini. Et ensuite, ce modèle, on le confronte à la réalité. Et on voit si il est concordant à la réalité. Ben oui, mais il y a plein de tyrans à l'époque. Il y a Pisistrate à Athènes, il y a le tyran de Corinthe, il y a le tyran de Syracuse, hein, le fameux Denis, là, celui qui écoute les gars dans une grotte et qui les fait crever de faim, n'est-ce pas? Donc, et à ce moment-là, on voit que le concept de tyrannie, concordant avec la réalité, donc il est vrai. Il est vrai. Donc, vous voyez que ces hommes, à travers un parcours intellectuel, eh bien, on aboutit à la vérité. Ça peut s'appliquer, par exemple, actuellement, au réchauffement climatique. Bon, si vous voulez, on s'aperçoit partout qu'il y a la glace qui fond, les ours blancs qui se noient, des îles océaniques. Bon, vous voyez, il y a un certain nombre de choses. On fait une hypothèse. On lui donne un nom, réchauffement climatique. On le définit. L'augmentation des températures globales de la planète. On en fait un modèle. C'est l'accumulation du gaz à effet de serre et du gaz carbonique. On confronte cette hypothèse à l'expérience. On s'aperçoit qu'effectivement, là où il y a plus de CO2, il fait plus chaud. Et là où il y a moins de CO2, et l'hypothèse est vraie. Et l'hypothèse est vraie, et c'est tout le problème du monde contemporain, où il y a des gens qui sont sur une ligne philosophique expérimentale. Bon, il y a une majorité de gouvernements qui disent effectivement le modèle du réchauffement climatique par les effets de serre est vrai. Et puis il y en a d'autres, comme M. Trump, comme le Premier ministre du Canada, parce qu'ils sont un peu travaillés au corps par le charbon, par les gaz bitumineux, etc. Eh bien, à ce moment-là, ceux-là disent je ne tiens pas compte de l'expérience. Il manque la case expérience. Voilà. Donc, vous avez compris, et au fond, tout le monde le sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la théorie de M. Trump, c'est qu'il n'est pas dans la philosophie expérimentale, il n'accepte pas l'expérience et il affirme des choses fausses. Mais, puisque tu me donnes la parole, des choses fausses, eh bien, les choses fausses sont également des choses immorales. Parce que, une fois que vous tenez votre modèle de réchauffement climatique, vous avez évidemment des preuves des faits, bien sûr. Là où il y a plus de gaz carbonique, il y a un petit problème, c'est que là où il fait chaud, les hommes meurent. C'est-à-dire qu'en Sibérie, à cause des gels du permafrost, il y a des épidémies qui se répandent. En Océanie, il y a des îles qui disparaissent, les gens s'en vont. Au Bangladesh, ça commence. Les réfugiés climatiques. Sahel est complètement détruit. Donc, vous voyez qu'une idée fausse est également une idée morale. Mais parce que le parcours moral ne se fait pas. Parce que M. Trump, il se fout pas mal des hommes, n'est-ce pas? Il se fout pas mal de populations qui sont des populations de shit, c'est dit, et qui n'intéressent pas. Mais une idée fausse est également une idée souvent dangereuse et immorale. Parce que le parcours pour la raison intellectuelle et le parcours pour la raison morale se ressemblent beaucoup. Et cette fameuse quatrième étape de confrontation aux faits, de vérification par les faits, et tu parlais de creuset, il y a le terme de pierre de touche, en grec c'est basanos. Alors vous avez une pièce, pièce qui est présumée en or, vous la frottez contre une pierre, c'est une pierre de touche. Ou bien il y a une trace d'or, c'est une pièce d'or, ou bien il n'y a pas de trace. Voilà. Donc, cette étape d'épreuve que peut-on appeler basanos, c'est absolument fondamental. Eh bien, en morale, c'est pareil. Quand vous faites un acte, par exemple, vous pouvez venir chez Gilbert Joseph, des livres qui vous plaisent. Bon, c'est simple, vous pouvez partir sans payer, n'est-ce pas? Eh bien, il y a une quatrième étape où vous allez mettre en rapport votre acte
disons, le vol du livre, vous allez le confronter à des faits moraux. Voilà, ça se fait, ça se fait pas. Voilà. Ça se fait pas. Et vous allez décider de le passer à la caisse. Voilà. Donc, je veux montrer, vous voyez, que aussi bien la raison intellectuelle que la raison morale procèdent de la même façon, sont des processus par étapes. Et la quatrième étape est fondamentale. Donc, si je comprends bien, l'expérience, c'est un double crible, à la fois au moment de la réflexion philosophique, observer le réel, être dans l'expérience du réel et pas être dans la divagation. Et une fois qu'on a érigé un modèle, à ce moment-là, le repasser au crible du réel pour s'assurer de sa validité. C'est bien ça? Alors, ce qui est intéressant avec le mot expérience, c'est que dans les philosophes que tu évoques, Platon, Voltaire, c'est que ce sont souvent des grands voyageurs. Ça me rappelle le préambule du discours de la méthode de René Descartes, qu'on s'imagine près de son poêle, en train de phosphorer. C'est aussi été un grand voyageur. Il dit: et me résolvant de ne chercher plus d'autres sciences que celles qui se pourraient trouver en moi-même, ou bien dans le grand livre du monde, tout ça magnifique comme formule, j'employais le reste de ma jeunesse à voyager, à voir des cours et des armées, à fréquenter des gens de diverses humeurs et conditions, à recueillir diverses expériences, à m'éprouver moi-même dans les rencontres que la fortune me proposait, et partout à faire telle réflexion sur les choses qui se présentaient, que j'en pusse tirer quelques profits. Et j'avais toujours un extrême désir d'apprendre à distinguer le vrai d'avec le faux, pour voir clair en mes actions et marcher avec assurance en cette vie. Voilà, je crois que même Descartes, qu'on imagine peut-être livresque, ou les philosophes qu'on imagine livresques, en fait, les vrais philosophes voyagent et vivent des expériences. Alors, ton livre fait 500 pages, dont 200 pages de notes. C'est très très étayé. On pourrait dire que c'est un pavé qui pourrait rebuter certains, mais c'est surtout un pavé dans la mare. C'est en tout cas la manifestation d'une volonté particulière. Pourquoi un tel volume? Pourquoi tant de données? Pourquoi tant de démonstrations? Eh bien, justement, c'est une conséquence de la philosophie expérimentale. On ne peut rien dire si on ne le fonde pas, on ne le vérifie pas dans, disons, dans les faits ou bien dans ce qui est écrit ou ce qui a été démontré. Voilà. Donc, c'est vrai que, au fond, la philosophie au flanc, c'est un peu terminé, si vous voulez, de dire que l'homme est délaissé, que dire que, comme ça, on n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation allemande, on dit ça comme ça, mais bon, comme ça, en l'air. Et puis quoi? Et où est-ce qu'on vérifie ça? Il faut faire les sondages pour parler de la liberté des Français sous l'occupation. Il faut faire les sondages, il faut voir les faits, il faut interroger les gens, voir les gens qui ont interrogé les gens. Vous voyez, c'est quand même différent. C'est une question de sérieux aussi, hein, parce qu'un philosophe, c'est quelqu'un qui dit des choses aux autres. Il prétend chercher la vérité. Alors bon, quand M. Sartre dit jamais on n'a été aussi libre que sous l'occupation allemande, il prend une responsabilité vis-à-vis de ses concitoyens qui vont écouter ses paroles. Parce qu'après, il a dit l'Union soviétique, c'est formidable. On l'a écouté aussi, n'est-ce pas? Beaucoup de jeunes, y compris moi, on l'a écouté. Et donc, seulement, il fallait qu'il creuse un peu, qu'il fasse un peu d'expérience, qu'il aille voir les gens qui en sortaient, qui avaient des témoignages directs. C'est ça, c'est toute une conception de la philosophie, de la pensée qui est différente, c'est-à-dire qu'on va toujours la fonder. Alors que jusqu'à maintenant, si vous voulez, c'était un petit peu n'importe quoi. Enfin, bon, il y a des gens qui ont dit des grandes choses, bien sûr, hein, mais il n'y avait pas cette obligation de vérification qui est si importante. Du coup, alors on comprend le titre du livre, ça s'appelle Du sang sur les idées. Ça sonne un peu comme un J'accuse de Zola, publié lors de l'affaire Dreyfus. Est-ce que ce livre est une sorte finalement de réquisitoire formulé contre certains penseurs politiques en particulier? Oui, parce que le livre est dirigé, enfin, tombé, c'est Marx et Nietzsche. Parce que justement, à partir du moment où ces grands auteurs, pour le moment respectés, adulés, eh bien, ont émis des idées. Ces idées ont eu des conséquences. Alors, donc, il y a deux Marx. Hein.
y a un Marx qui est un analyste des sociétés, au fond, c'est le successeur de Platon. Je l'ai dit que la lutte des classes, elle a été découverte par Socrate et Platon, qui l'ont vécu, parce qu'à Athènes, on savait que les classes avaient de l'importance. Par exemple, la victoire de Marathon, c'est parce que c'est les rameurs qui sont arrivés, qui sont venus à la rescousse et puis qui ont réussi à vaincre les ennemis. On savait que c'était parce qu'on a eu la classe, on a eu l'alliance de la classe ouvrière, la classe de l'époque, on a eu l'alliance et puis on a pu avoir la victoire. Alors, l'analyse de classe, chez Marx, elle est pénétrante, n'est-ce pas c'est certain qu'il y a des oppositions de classe très importantes, aussi bien dans l'Antiquité, il y a eu la révolte de Spartacus, et puis la France du 19e, c'est Lyon, avec la révolte des Canuts en 1831-34, il y a eu 48. 48, c'est une révolution qui est presque entièrement d'origine sociale. Il y a eu la Commune, absolument dramatique. Il a analysé tout ça, et là, il y a une part de vérité. Mais Marx, à côté de cette analyse qui est pertinente et qui est vérifiée par les faits, eh bien, il a dit beaucoup de choses différentes. Il a murmuré à l'oreille de la classe ouvrière des tas de choses qui sont pas acceptables philosophiquement. Il a dit, par exemple, l'existence de la bourgeoisie est incompatible avec la société. Vous voyez ? Bon, déjà, sur le plan intellectuel, il y a beaucoup de sociétés qui ont des bourgeoisies qui depuis lors, ont vécu, n'est-ce pas ? Donc, ils sont tout à fait compatibles. Donc, c'est une phrase qui est indiscutable intellectuellement et qui est fausse. Mais, en disant cela, sur le plan moral, il a dit qu'il faut éliminer la bourgeoisie. Et le bilan du communisme, c'est 100 millions de morts. 100 millions de morts, sans compter les emprisonnés, les humiliés, les persécutés, les refoulés. Bon, vous voyez, la responsabilité inimaginable d'une phrase, n'est-ce pas ? Une phrase sacrificielle. Donc, Marx est un immense économiste de l'ère industrielle, mais c'est aussi un philosophe, disons, tout à fait contestable, puisque vous avez des phrases qui ont entraîné des catastrophes. Je prends Nietzsche. Nietzsche vous dit des choses absolument incroyables. Il vous dit, bon, on en parlait tout à l'heure, vous dit, vous avez dans une phrase qui est à l'agrégation, prendre l'agrégation, faire souffrir c'est bien, voir souffrir c'est mieux. C'est à l'agrégation, on trouve ça très bien en France, voilà, c'est au programme universitaire. Vous avez, par-delà le bien et le mal, vous avez la phrase suivante, une aristocratie saine devra prendre sur elle. Devra prendre sur elle de sacrifier une foule d'êtres humains. Une phrase qui est déjà ridicule sur le plan intellectuel, mais sur le plan moral, est scandaleuse. Et dans Généalogie de la morale, il vous dit, et même l'humanité sacrifiée en masse pour la prospérité d'une espèce d'homme plus forte, voilà qui serait improuvé. Voilà des phrases qui sont absolument inacceptables sur le plan moral, mais qui vont faire le bonheur de l'inconscient des militants nazis, puisque un sociologue américain en 1936, 3 ans après la prise du pouvoir d'Hitler, fait une enquête parmi les militants nazis, et un militant nazi lui dit, moi quand je lis Nietzsche, je sens mon moi primaire, je sens mon moi primal. Voilà. Donc, si vous voulez, il n'est pas étonnant que Nietzsche soit devenu le pilier philosophique du nazisme officiel, puisque les philosophes spécialistes de Nietzsche vont devenir des membres éminents du parti nazi. Dans les écoles primaires, il y aura le Heil Hitler, mais il y aura aussi le Heil Nietzsche. Et donc, vous avez également Rosenberg, qui, malgré son nom évoquant les juifs, n'est pas du tout juif, est très antisémite, et qui est le grand responsable des exterminations à l'Est, qui, en
retrouve là le sacrifice en masse pour les hommes supérieurs, les Ariens, les Allemands, n'est-ce pas? Et responsable de milliers de morts, de millions de morts juifs et non juifs à l'Est, qui en 1944 va pour l'anniversaire de la naissance de Nietzsche, va publier un livre, faire célébrer cet anniversaire, et 2 ans plus tard, il sera pendu après le jugement du tribunal de Nuremberg. Vous voyez donc que c'est ça le sens sur les idées, c'est parce que les philosophes classiques, n'est-ce pas, importants en France, voilà, Marx, Nietzsche, tous deux au programme de l'agrégation de philosophie, eh bien, il y a dans leurs œuvres des phrases qui tuent, des phrases qui ont du sens sur les idées. Voilà, c'est ça le sens de l'idée. Mais je veux dire qu'avec la pensée de Voltaire, avec la pensée de Montesquieu, avec la pensée de Tocqueville, avec la pensée d'Alembert, Diderot, on ne peut pas faire de camp de concentration. On ne peut pas faire de camp de concentration. Tandis qu'avec la pensée de Marx, la pensée de Nietzsche, on a fait des camps de concentration. Vous avez le terme même de Vernichtung, l'annihilation, qu'on trouve dans des livres de Nietzsche. Eh bien, les camps de concentration s'appelleront Vernichtung Lager, les camps d'annihilation. Et bon, Himmler, tout le gratin nazi était complètement nietzschéiste. Himmler, vous savez que dans Nietzsche, il y a la morale, c'est la morale d'esclaves, n'est-ce pas? La morale, c'est fait pour protéger les esclaves qui sont des affreux. Donc, Himmler trouve que les déportés ont l'air de chiens battus qui ont l'air d'esclaves. C'est vrai, ce serait à moi, n'est-ce pas? Donc, toute cette... récemment, il y a une émission de Michel Sim sur les crimes nazis. Il s'attendait à trouver des petits médecins qui avaient essayé de se pousser un peu du col vis-à-vis des grands patrons. C'est pas du tout. C'est des grands patrons qui étaient pénétrés d'idéologie nazie, d'idéologie de sacrifice, d'idéologie de mépris de l'homme inférieur. Et vous avez ce grand neurologue, alors Worden, qui a tout de même fait gazer des petits handicapés pour prendre leur cerveau pour les étudier. Voilà, donc des choses absolument inacceptables. Mais dans la logique de la philosophie de Nietzsche, c'est tout à fait acceptable. C'est des inférieurs, sacrifice en masse d'une partie de l'humanité au profit d'une humanité plus forte, d'une espèce d'homme plus fort. On peut faire cela. Voilà, c'est ce que je rappelle. Je rappelle ça aussi aux intellectuels français qui, n'est-ce pas, Nietzsche, c'est intéressant à la télé de dire, mais comme disait Nietzsche, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ce qui ne nous tue pas peut nous rendre plus faibles aussi, hein, je peux vous le dire. Hein. Oui, c'est pas faux. Et c'est vrai que je pense que c'est important que ce discours passe, parce que moi j'ai souvent entendu dire de la part des défenseurs de Marx, que les principes marxistes, par exemple, auraient été dévoyés par Lénine ou par Mao, ou alors que les propos de Nietzsche avaient été dévoyés et que c'est ça qui avait donné finalement ces grands sacrifices. Alors qu'effectivement, nous découvrons dans ton ouvrage que Marx, par exemple, était absolument contre le principe de démocratie, contre celui de la souveraineté du peuple, ce qui a donné bien sûr l'émergence légitime du concept de la dictature du prolétariat. Et il affirme même plus loin dans le manifeste du Parti communiste que n'importe qui peut se procurer. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que ces horreurs, tu écris plus loin de l'erreur à l'horreur, chacun peut les lire dans ces livres qui sont en vente libre. Et dans le manifeste du Parti communiste, par exemple, on lit les lois, la morale, la religion sont pour le prolétaire autant de préjugés bourgeois, derrière lesquels se cachent autant d'intérêts bourgeois. Donc il y a vraiment une condamnation des lois, de la morale, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Il n'y a pas de morale. C'est pas étonnant, si vous voulez, qu'il y ait eu des totalitarismes, puisque la morale d'un côté est bourgeoise, de l'autre côté elle est juive. Donc par conséquent, il n'y a pas de morale. Comme dit Nietzsche, rien n'est vrai, tout est possible. Rien n'est vrai, tout est possible. Donc, et il dit à votre bon cœur. Donc, si vous voulez, ces régimes, ce sont des régimes sans droits de l'homme parce que il n'y a pas place pour les droits de l'homme. C'était nié déjà dans la théorie. Alors,
allons peut-être au cœur même de la démonstration que tu fais, de comment une pensée que tu estimes fausse au travers de ton parcours méthodique platonicien aboutit aux horreurs. Notamment en philosophie bouddhique, on dit que la contradiction est porteuse d'orage. Et tu as révélé que Marx se contredit, notamment concernant le lien entre le suffrage universel et la bourgeoisie. Donc là, même dans son discours, il y a une contradiction. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Dans des ouvrages, disons, sur l'histoire de France, à un moment, il dit, vous savez qu'il y a une période qui est très, très importante, entre 1848 et 1851, le coup d'État de Napoléon III. Il y a eu d'abord la Deuxième République, n'est-ce pas? Et puis, il y a eu le drame des journées de juin, où, si vous voulez, les ouvriers se sont révoltés, où les républicains ont mitraillé les ouvriers. C'est un drame, pas de film là-dessus. Vous avez le grand livre de Flaubert qui est l'éducation sentimentale, n'est-ce pas, qui raconte ce drame épouvantable et qui va gouverner, disons, l'évolution de la société française, puisque les ouvriers qui ont été mitraillés par les républicains vont perdre confiance en eux et se précipiter finalement dans les bras de Napoléon III qui leur dit voilà, ben, je veux l'extinction du paupérisme, et qui sera en réalité vraiment le véhicule du grand capitalisme français avec Haussmann. Bon, peut-être il fallait développer le pays, je suis d'accord, mais notre arrière-grand-père a été déporté par ce Napoléon III, alors on ne nous plaît pas beaucoup. On a passé 20 ans en tôle à cause de Napoléon III, alors on n'aime pas beaucoup. Mais Marx analyse cette histoire, ce drame, il le voit de son côté. Alors il dit d'une part, la République, c'est la bourgeoisie, dans un de ses livres, voilà. Mais ensuite il dit, en fait la bourgeoisie ne veut pas la République, elle a besoin, il dit une deuxième chose, la bourgeoisie, elle s'efface, elle se fout pas mal de la politique pourvu qu'elle fasse ses affaires. Et puis enfin elle dit, au fond, le programme profond de la bourgeoisie, c'est finalement la tyrannie qui lui agrée mieux, qui permet de faire ses affaires. Donc vous voyez, tout est possible, hein, puisque, bon, alors, la bourgeoisie, soit elle est démocrate, soit elle se replie en disant, bah, je me retire de la politique, puisque moi, tant que je fais mes affaires, c'est bon. Et enfin, troisièmement, il dit, finalement, la bourgeoisie opte pour la tyrannie, pour la plus vous voyez, donc, tout est possible. Il n'y a pas de lien direct entre la détermination économique et la politique. Peut-être la théorie s'effondre, à savoir que c'est l'économie qui détermine les formes de la politique. Vous voyez qu'un statut, le statut bourgeois, détermine au moins 3 formes distinctes. Vraiment, tout est possible. Une contradiction. Oui, il y a contradiction. Je crois qu'il dit même que parfois le suffrage universel est au service de la bourgeoisie, et puis en fait c'est contre la bourgeoisie. Donc il se contredit, et je trouve que c'est intéressant de voir ce qui permet de repérer qu'un discours est fallacieux et porteur à terme d'injustice, notamment lorsque les hommes politiques s'affrontent. Il y avait Marine Le Pen contre Emmanuel Macron. La contradiction déjà, c'est, semble-t-il, d'après ce que tu dis, le germe d'une pensée fausse qui peut aboutir à des crimes. Et puis aussi, tu dis, et c'est très élaboré dans ton précédent livre, Séparation et civilisation, la confusion est porteuse de ces erreurs. Et tu dis, à l'inverse, théories comme Montesquieu ont apporté l'idée que la séparation, d'abord la séparation des pouvoirs, sauve, libère les peuples. Alors que Marx, lui, fait, semble-t-il, aussi des confusions. C'est-à-dire que pour Marx, justement, étant donné que la culture, la religion, la morale, disons, l'environnement général, c'est déterminé par l'économie. Donc, vous voyez bien qu'il y a une confusion entre les domaines, entre le domaine culturel, entre le domaine économique, le domaine politique, le domaine religieux, le domaine psychologique. Vous voyez, ça se retrouvera dans les régimes totalitaires, puisque l'économie doit tout régenter. À ce moment-là, il y aura une
sculpture communiste, un piano communiste, un opéra communiste. Et donc, Staline ne sera pas content parce que, je sais pas, Prokofiev, je pense que c'est Shostakovich, fera un opéra qui n'est pas dans les normes prolétariennes. Enfin bon, vous voyez que, au fond, les arts, le roman, la culture, la philosophie, justement, ne sont pas des émanations de la base économique. Ils sont libres, ils peuvent être libres. Pas Picasso n'est pas l'émanation de la bourgeoisie française ni européenne. Prokofiev non plus. Ce sont des choses séparées. Et quand on veut les coaguler ensemble, eh bien, on est dans l'obscurantisme. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et justement, Nureyev pouvait danser non communiste. C'est un génie, de toute façon. Et il fallait qu'il puisse s'exprimer en dehors de sa sphère politique. Oui, il y a la confusion. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que là, nous terminons l'échange pour bien déployer la pensée, puis après, vous pourrez poser vos questions. Je trouve que c'est intéressant de revenir à Nietzsche, voir le rapport avec la vérité, et lui, il déteste la vérité. Je pense que c'est intéressant de citer tout ce que tu as mis dans ton livre. Il dit notamment cette célèbre véracité dont jusqu'ici tous les philosophes ont parlé avec vénération. Que de problèmes nous a-t-elle déjà posé? Il va dire encore la vérité à tout prix nous fait horreur. Celui qui s'avise d'établir la philosophie sur des fondements strictement scientifiques, écrit-il, doit commencer par mettre cul par-dessus tête non seulement la philosophie, mais aussi la vérité elle-même. Cette vérité, de même que la raison, est curieusement assimilée à une femme, il dit une horrible femme, donc il y a vraiment une espèce de désamour comme ça de la vérité. Alors, je trouve ça intéressant de rappeler que dans la définition de la philosophie, la sophia, pour les Grecs, c'est avant tout une habileté manuelle dans les arts, dans l'usage d'un instrument, c'est-à-dire quelque chose que l'on met dans sa main, pour, par exemple produire de la musique qu'on appelait autrefois la mathématique sensible, et même sur l'école de Platon, on écrivait que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, c'est-à-dire qu'il fallait entretenir un rapport respectueux avec le terrestre avant de partir dans des spéculations. Alors, est-ce que, dans la mesure où, semble-t-il, Nietzsche déteste la sagesse, semble se défaire comme ça du réel, est-ce qu'on peut du coup lui refuser ce titre de philosophe qui a été inventé par Pythagore? Est-ce qu'on peut dire que finalement, voilà, il ne peut pas être dans le panthéon des philosophes, il ne peut même pas être dans le rayon de philosophie ici à Gilbert Joseph? Nietzsche, il appartient à l'histoire de la philosophie, puisqu'il s'est dit philosophe, il a été étudié par les philosophes, mais c'est vrai qu'il est opposé à la grande tradition de la vérité qui remonte à Socrate et Platon. Il le dit, je suis dans la lutte contre Platon. Il le traite de fantaisiste, Socrate, il le traite de polychinelle, Kant, il le traite de cul-de-jatte de la pensée, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc il est dans la philosophie, et alors quand même que la grande révolution de Socrate et Platon, c'est la vérité, et la méthode pour y arriver, eh bien lui, il refuse cette méthode, il refuse la vérité, il refuse... donc, ce qui va, à partir du moment où il passe cette quatrième étape, il doit justement tester sa vérité, il va dire beaucoup de choses fausses, beaucoup de choses immorales. Voilà. Et le pivot de la faille chez Nietzsche, c'est justement ce refus de la vérité, qui va de pair d'ailleurs, très logiquement, comme je l'expliquais, avec le refus de la morale, qui est une morale juive, alors ça lui plaît. Alors, je te propose que nous allions dans la dernière partie de ton livre, pour terminer ce cycle de développement, où là, en homme d'action, en homme politique d'expérience, tu fais des propositions concrètes par rapport à cela. Maintenant, une fois que nous avons fait le diagnostic, parce que tu es médecin, quels sont les remèdes que tu pourrais proposer? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au début du livre d'Hitler, Mein Kampf, il y a un extrait d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 juillet 1979 qui ordonne la publication de cet avertissement au début des traductions de Mein Kampf sur le territoire de la République française. Cet avertissement s'ouvre ainsi:
Mein Kampf, qui constitue assurément un document indispensable pour la connaissance de l'histoire contemporaine, est aussi une œuvre de polémique et de propagande dont l'esprit de violence n'est pas étranger à l'époque actuelle et qui par là même peut encore, malgré l'inanité de ces théories, contribuer à une renaissance de la haine raciale ou à l'exaspération de la xénophobie. Alors nous pourrons remplacer haine raciale par haine sociale ou haine de classe, et xénophobie par classophobie ou bourgeoisophobie. Et puis ce préambule se termine ainsi: le lecteur de Mein Kampf doit se souvenir des crimes contre l'humanité qui ont été commis en application de cet ouvrage et réaliser que les manifestations actuelles de haine raciale participent de son esprit. Alors, Paul Trouillas, est-ce que, compte tenu du fait que Marx était à la fois un penseur et un meneur politique, puisqu'il était origine de la fondation du Parti communiste et auteur de son manifeste, est-ce que vous, par exemple, militariez pour qu'un nouvel arrêt de la Cour d'appel de Paris réclame un avertissement similaire pour les traductions de Marx, puis celle de Nietzsche également, à l'avenir? Oui, c'est la responsabilité que j'ai prise, c'est de dire que à partir du moment où vous avez des incitations au crime contre l'humanité, eh bien, ces éléments tombent sous le coup de la loi. Alors, le droit français est très en avance, si vous voulez. Vous avez plusieurs lois. Vous avez eu la loi de 1992 qui dit que une chose très importante pour la philosophie, l'extermination, la mise en esclavage, la persécution, sont inspirés par des motifs philosophiques, religieux, politiques, mais philosophiques, sont punis de réclusion à perpétuité. C'est-à-dire que vous avez une autre loi, qui est la loi de 1881 sur les textes, modifiée en 1972, qui dit qu'un texte qui est une incitation à la haine raciale, à la discrimination de groupe, est également puni par la loi, et ces textes doivent être réprimés. Pour Mein Kampf, la répression qui a été donnée, c'est de demander l'inclusion au début de chaque exemplaire de Mein Kampf, c'est d'un texte qui avertit que ce document appartient à l'histoire de la pensée. C'est une pensée. La pensée de Hitler est une pensée, mais qu'elle a été une incitation à des crimes contre l'humanité. Donc vous avez dans chaque exemplaire des éditions actuelles, depuis cette décision de la Cour d'appel de Paris, vous avez un petit fascicule vert qui indique cela. Alors, je pense que pour des textes, particulièrement pour les textes de Nietzsche, trois textes de Nietzsche, le Généalogie de la morale, Par-delà le bien et le mal, le crépuscule des idoles, pas tellement le gai savoir, eh bien, je pense que ces textes mériteraient d'avoir un avertissement en préambule pour indiquer que ces textes ont conduit, ont incité. Et vous savez qu'en droit, une incitation est jugée de façon différente si elle a été appliquée ou si elle n'a pas été appliquée. Si une incitation a fait l'objet d'une expérimentation, eh bien, c'est beaucoup plus grave. Donc, je pense que, étant donné que nous avons toutes les preuves que ces incitations ont été suivies des faits, eh bien, je pense que ceci devrait être mis en œuvre. Je pense également, c'est une provocation, parce que l'humanité est encore publiée, qu'un tel disons, préambule soit placé dans le manifeste du Parti communiste, puisqu'il comporte ces phrases si terribles. La bourgeoisie est incompatible avec la société. Le bourgeois, cette personne doit être supprimée. Chaque homme doit en finir avec sa propre bourgeoisie. Je pense que ces phrases sont des phrases qui ont tué. On ne peut pas s'étonner. On ne peut pas s'étonner qu'il y ait eu 25% de la population du Cambodge qui a été supprimée. Une saignée génétique impensable. Si vous ne voyez pas qu'il y a une relation directe entre ces phrases et ce qui a été fait. 100 millions de morts. Bon. Personne ne s'en préoccupe. Tout de même, il faut quand même
un surplomb sur l'humanité qui est effroyable. On parle de la Shoah, 6 millions de morts, mais 100 millions de morts, c'est beaucoup aussi. Alors, vous avez le livre noir du communisme, vous avez eu Stéphane Courtois qui a commencé une sorte d'instruction contre le communisme réel, c'est-à-dire Lénine, Staline, Castro, Mao, etc. Mais enfin, au départ, c'est des philosophies qui ont tué. Il n'y a pas de Lénine sans Marx, il n'y a pas de Mao sans Marx, il n'y a pas de Fidel Castro sans Marx. Donc, c'est bien là qu'ils ont pris leurs idées d'annihilation. Et puis, en permanence, vous avez eu, pendant ce qu'on appelle la terreur rouge, c'est l'annihilation de la bourgeoisie en tant que classe. C'est-à-dire, c'est la définition même du génocide. C'est-à-dire, un groupe entier par sa définition. Donc, Stéphane Courtois parle de génocide social, Shoah social. Moi, je parle de Shoah social. Eh bien, bon, ça mérite quand même qu'on s'en occupe. Alors, vous savez que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Alors, il y a d'autres lois, qui sont les lois des Nations Unies, qui punissent les génocides. Et aucun génocideur, même mort, n'est à l'abri d'une instruction contre une incitation au génocide. Donc, il y a non seulement le génocide, mais il y a l'incitation au génocide également au niveau international. Je ne dis pas qu'il y aura des procès Marx et Nietzsche, je le suggère dans mon livre, mais il faut quand même que l'humanité règle ses comptes. Il faut quand même que l'humanité regarde son passé. On ne peut pas regarder des défilés de mode, n'est-ce pas, aller en vacances au club méditerranéen sans penser à ce qui s'est passé au XXe siècle. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, puisque je suis né au XXe siècle. Il y a ici des gens qui ne sont pas nés au XXe siècle et qui n'ont pas connu ces drames. Moi, j'ai connu ces drames. Donc, mais basculons vers le positif, si vous le voulez bien. Eh bien, vous voyez, j'ai parlé du principe d'expérience, parce que dans toutes ces pensées, selon moi, c'est parce que ces gens-là ne sont pas obligés à l'expérience. Si c'était obligé à l'expérience, c'est un contrôle de la pensée, je n'aurais jamais pu dire cela. Et si je vous ai montré avec le réchauffement climatique que la prise en compte de l'expérience est très importante. C'est très réconfortant de voir l'humanité qui applique le principe d'expérience, qui tient compte de l'expérience pour déclencher une grande expérimentation scientifique, une grande expérimentation politique, la COP21. Je vous rappelle qu'il y a déjà eu une expérimentation, c'est très positif, c'est sur la couche d'ozone. La couche d'ozone est, disons, détruite par des organofluorés, et l'humanité s'est déjà mise, c'est le protocole de Montréal, s'est déjà mise d'accord pour bannir les pchit-pchit qui comportaient des fluorocarbonés, et la couche d'ozone se reconstitue. Donc vous voyez que le principe d'expérience qui débouche sur une expérimentation politique positive a des effets remarquables. Et donc, je veux dire par là que l'humanité peut plus se permettre du sang sur les idées. On peut plus se permettre du sang sur les idées, c'est-à-dire qu'on peut plus se permettre d'avoir des philosophies qui viennent en vous racontant que telle classe sociale, tel groupe social, tel groupe religieux, tel croyant doit être éliminé. Ceci est inacceptable. Nous ne voulons plus jamais du sang sur les idées. Mais nous voulons de l'expérience sur les idées, de l'expérience avec les idées. Et disons que c'est très positif qu'une partie de l'humanité, tout de même, il y a deux parties de l'humanité. Il y a une partie, il y a les Kim Il-chung, le Coréen fou, n'est-ce pas? Puis il y a une partie de l'humanité qui est raisonnable, qui progresse et qui évolue vers une nouvelle civilisation. Et donc, je pense que l'expérience est au cœur de cette nouvelle civilisation. Donc, il y a l'abominable passé, et puis il y a, disons, des motifs d'espoir. C'est ce que je voulais dire.